Bienvenue dans Santé, le podcast qui prend le pouls des sujets de santé. Nous sommes 3 amies, Caroline, Apolline et Caroline. Et ensemble, nous prenons 2 fois par mois la température du secteur de la santé en décortiquant des sujets qui irritent. On s'attaque sans broncher à vos préoccupations et on part interroger les acteurs qui font la santé d'aujourd'hui et de demain pour tenter d'y voir plus clair. Allez, santé les filles! Ah, et surtout, pour nous suivre et nous soutenir, abonne-toi au podcast, donne-nous ton avis en commentaire et mets-nous une note. 5 étoiles par exemple. Parce que c'est un beau chiffre 5, comme les 5 doigts de la main, les 5 sens, les 5 continents. Avant de commencer la saison 2, on voulait clore la saison 1 par des remerciements. Merci de nous avoir suivis. C'est une saison qui a été extraordinaire pour nous. On a vu que le podcast prenait de l'essor et vous intéressait de plus en plus, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter. Merci pour vos retours. On a eu beaucoup de retours positifs. Vous nous avez aussi transmis des idées d'amélioration du podcast. Ça nous aide énormément. Donc voilà, un message de remerciement s'imposait. Et si vous voulez continuer de nous soutenir, la meilleure façon de le faire, c'est d'en parler autour de vous. Et puis de vous abonner sur les plateformes de podcast et de nous mettre des notes. C'est ce qui fait qu'on est mieux référencé et que du coup le contenu est proposé à davantage de monde. Merci encore et je vous laisse du coup avec le premier sujet de cette 2e saison. Pour ce premier épisode de la saison 2, nous avons décidé de nous attaquer à une maladie grave, le cancer colorectal. Pourquoi maintenant, tu me diras ? Eh bien, parce que le mois de mars, c'est tous les ans marqué par la promotion en grande pompe du dépistage du cancer colorectal. Et pour une très bonne raison. En France, malheureusement, ce cancer touche tous les ans 43 000 nouvelles personnes. Il est le 3e cancer le plus fréquent chez l'homme, après ceux de la prostate et du poumon, et le 2e plus fréquent chez la femme, après le cancer du sein. Ce cancer constitue la 2e cause de décès par cancer. Il est donc ravageur, même si la mortalité diminue régulièrement depuis 1980, grâce notamment au dépistage. Le problème de ce cancer, et on y reviendra durant l'épisode, c'est qu'il arrive sans forcément être accompagné de symptômes. Donc, si tu as plus de 50 ans ou qu'un de tes proches a plus de 50 ans, écoute attentivement ce qui va suivre. On te donne des infos qui peuvent aider à prévenir pour mieux guérir. Et pour aller dégoter les meilleures informations sur ce sujet, nous avons rencontré le docteur Farid El Hajbi, médecin gastro-entérologue et oncologue digestif, qui travaille depuis une dizaine d'années au Centre de lutte contre le cancer des Hauts-de-France Oscar Lambret. Il nous dit tout sur la maladie, les populations à risque, la démarche ultra simple du dépistage et le traitement. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, c'est quoi le cancer colorectal ? Alors, le cancer colorectal, c'est une maladie du côlon, c'est une maladie grave, cancéreuse, comme son nom l'indique. Ça touche donc le côlon et le rectum, ce sont le gros intestin ou la fin de l'intestin. Comment ça se développe ? Alors, ça se développe souvent sur des lésions, ce qu'on appelle des lésions précancéreuses ou des polypes de l'intestin, qui, après plusieurs années d'évolution, qui sont asymptomatiques et ne donnent pas de signes cliniques alarmants, mais au bout de plusieurs années, on estime ça entre 5 et 10 ans, dégénèrent, c'est-à-dire deviennent cancéreux, développent des cellules cancéreuses à ce moment-là. Quand cela devient justement cancéreux et que la situation dégénère, quels sont les symptômes ? Quand les polypes deviennent gros et dégénèrent, peuvent donner des symptômes comme la plupart du temps du sang dans les selles, des saignements, qui peuvent être au début occultes, et c'est tout l'enjeu du dépistage pour lequel on va parler par la suite, mais aussi des saignements qu'on voit à l'œil nu, qui peuvent être importants, qui peuvent être souvent d'ailleurs confondus avec les fameuses hémorroïdes. Et dans des cas un peu extrêmes, ça peut donner des symptômes beaucoup plus alarmants comme une perte de poids, des douleurs abdominales. Quand on a ces symptômes et qu'on va consulter, comment est détectée la maladie ? Alors quand on consulte et on suspecte, on va dire, le cancer colorectal, généralement on passe par le médecin traitant qui, au vu des symptômes, va envoyer la personne vers un gastro-entérologue, vers un spécialiste qui pratiquera à ce moment-là ce qu'on appelle une coloscopie. C'est un examen de l'intérieur de l'intestin par une caméra, par un appareil qui comporte une caméra souple qui permettra à la fois de faire le diagnostic, de le confirmer, mais également de faire des biopsies justement pour avoir la confirmation, ce qu'on appelle histologique de la maladie. Et quand il y a des polypes qui ne sont pas encore à un stade dégénéré, permet également d'enlever ces polypes.
Bon, la coloscopie, ça fait un peu peur à tout le monde, hein. On imagine bien que c'est douloureux, mais en fait, est-ce que ça l'est vraiment ? La coloscopie en soi, non, elle n'est pas douloureuse parce que généralement, elle est faite sous anesthésie. Donc, non, le patient ne ressent rien, y compris quand on fait des biopsies. Non, c'est un procédé qui n'est pas douloureux. Après, bien évidemment, il peut y avoir des complications liées à la coloscopie qui sont extrêmement rares, mais qui peuvent se révéler après le geste coloscopique. Qui est touché ? On a comme l'impression que ça ne touche que les hommes. Est-ce que c'est vrai ? Alors, pas tout à fait vrai ou presque vrai, mais en tout cas, il y a un tout petit peu plus d'hommes que de femmes, mais globalement, c'est une répartition quasi égale. D'ailleurs, les femmes, c'est le deuxième cancer en termes de fréquence, d'incidence après le cancer du sein, et chez les hommes, c'est plutôt le troisième cancer après le cancer de la prostate et du poumon. Globalement, c'est le deuxième cancer en termes d'incidence et le troisième en termes de mortalité. En termes d'incidence en France, on est à environ, sur les chiffres de 2018-2019, à environ 43 000 nouveaux cas chaque année et à peu près 17 000 décès par an liés à ce cancer. À quel âge on développe généralement le cancer colorectal ? Globalement, le cancer colorectal se développe effectivement plutôt à partir de la cinquantaine, mais il y a bien sûr des formes beaucoup plus jeunes chez des personnes qui sont âgées de 20, 30 ans ou 40 ans, qu'on voit d'ailleurs, on va dire, un peu de plus en plus, peut-être liés à des facteurs qu'on ne connaît pas encore très bien, mais on sait que dans le cadre du cancer colorectal d'origine héréditaire, d'origine génétique, ça peut toucher des personnes d'âge très bas, donc même en dessous de 20 ans, dans des maladies génétiques bien connues, bien particulières, et fort heureusement exceptionnelles, très rares. C'est peut-être une question bête, mais est-ce qu'on peut vivre sans côlon ? On peut vivre sans côlon, effectivement, c'est pas un organe vital, c'est un organe très important, mais c'est pas un organe vital. On peut vivre sans le côlon. Est-ce qu'il y a d'autres formes de cancer du côlon ? Donc le plus fréquent, le plus commun, c'est le cancer colorectal sporadique, qui touche 80%, 85%. Et on a une part donc liée à des facteurs de risque génétiques ou familiaux, d'antécédents de cancer du côlon, ou des maladies inflammatoires de l'intestin. Et puis on a, dans 1 à 3% des cas, ces formes génétiques. Est-ce qu'on connaît les facteurs de risque liés au mode de vie et à l'environnement qui favoriseraient le développement de la maladie ? Est-ce que notre hygiène de vie, notre alimentation, nos excès peuvent être des facteurs favorisants ? Le cancer colorectal, c'est parmi les cancers, on a identifié avec des études scientifiques très fiables des facteurs de prédisposition ou favorisant l'apparition du cancer, comme par exemple l'obésité, le diabète, l'inactivité physique ou la sédentarité, le tabac, l'alcool dans une moindre mesure. Et puis au niveau alimentaire, une alimentation riche en viande rouge et pauvre en fibres, c'est-à-dire en fruits et légumes. Est-ce qu'il y a un facteur génétique ? Est-ce que si mon grand-père a eu un cancer du côlon, par exemple, j'ai davantage de risques d'en avoir un moi-même ? Oui, si votre grand-père a eu un cancer du côlon, alors ça c'est un petit peu débattu. C'est plutôt si votre père, c'est-à-dire un parent au premier degré, a eu un cancer du côlon ou même un polype, un gros polype, ce qu'on appelle un adénome de plus de 1 cm, effectivement, vous êtes dans un groupe à risque ou élevé de faire un polype ou un cancer du côlon par la suite, effectivement. Comment le dépistage du cancer du côlon est organisé ? À partir de quand doit-on faire des examens de contrôle ? Donc là, on va rentrer dans la discussion de ce qu'on appelle le dépistage du cancer du côlon, où on va identifier, on va scinder la population en 3 groupes pour vraiment que le dépistage soit ciblé en fonction du groupe auquel on s'adresse. La première catégorie de population, c'est la population dite à risque moyen. Ce sont toutes les personnes âgées de plus de 50 ans qui n'ont pas de symptômes, qui sont asymptomatiques par définition, et n'ont pas d'antécédents dans la famille de polypes ou de cancer de l'intestin. Donc chez ces personnes, il est recommandé aujourd'hui en France de faire ce qu'on appelle un dépistage de sang occulte dans les selles par le test immunologique fécal. Et en cas de test positif, ces personnes-là sont invitées à réaliser une coloscopie de dépistage justement pour rechercher ces fameux polypes qui permettront d'éviter de développer un cancer colorectal par la suite. Donc ça concerne environ
18-19 millions de Français et le test est réalisé tous les 2 ans. Si le test est négatif, il faut le renouveler tous les 2 ans. S'il est positif, il faut faire une coloscopie, comme on vient de le dire. Donc ça concerne 80% de population chez qui le dépistage est indiqué. En France, on a la chance que ce soit un dépistage plutôt organisé par les pouvoirs publics, donc avec des structures de gestion départementale. Les personnes sont invitées par courrier à faire ce test et le test est distribué par le médecin traitant. Et en cas de positivité, ils sont envoyés en consultation spécialisée de gastro-entérologie pour la réalisation de la coloscopie. Donc pour la catégorie des personnes à risque dites élevées, ça concerne environ 15% de la population. Ce sont des personnes qui ont des antécédents dans la famille de polypes ou de cancer du côlon. Et les personnes également qui sont suivies pour des maladies inflammatoires de l'intestin, que sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Dans cette population, il faudrait faire directement une coloscopie de dépistage, associée parfois à ce qu'on appelle une coloration, qui permettra de dépister, de détecter des petites lésions polypoïdes qui sont des facteurs de risque de développer un cancer colorectal par la suite. Par la suite, il y a la population dite à risque très élevé. Et là, on est dans un cadre très, très restreint de maladies génétiques. Et là, quand on a identifié une famille porteuse de ce gène, on fait un test de dépistage oncogénétique chez les apparentés lors d'une consultation justement de génétique dédiée. Et en fonction des résultats, les personnes doivent à ce moment-là effectivement être orientées vers un dépistage par coloscopie, voire même dans certaines situations pour avoir une chirurgie préventive du cancer en enlevant le côlon. Mais là, on parle des choses exceptionnelles. Ça concerne moins de 1% de la population. Pour la première catégorie de personnes dont le risque de développement de cancer est considéré comme moyennement important et qui regroupe quand même les 18 millions de Français âgés de plus de 50 ans, pourquoi est-ce qu'il faut réaliser un test diagnostic tous les 2 ans ? Pourquoi ce rythme ? Quelle en est la raison ? C'est le rythme qui a été identifié comme le meilleur rythme pour rattraper peut-être un faux négatif et qui permet aussi de dire que comme le polype se développe sur plusieurs années et que c'est un test qui n'est pas invasif finalement de rechercher du sang occulte dans le sang, c'est le rythme qui a été défini pour avoir la meilleure efficience qu'auprès, parce qu'on est dans le cadre d'un dépistage organisé de population, donc c'est la communauté qui paye finalement pour avoir une efficience médico-économique également. On sait dire quelle est la part de faux négatifs justement ? Combien de personnes ont des résultats négatifs tout en ayant quand même la maladie ? Donc un faux négatif, ça veut dire qu'on a peut-être un polype, voire même un cancer, mais que le test s'est révélé négatif. Donc pour qu'il n'y ait pas de perte de chance justement pour cette population, on refait le test à 2 ans. Le polype se développe généralement le polype se développe sur plusieurs années, et pour qu'un polype devienne cancéreux, il faut généralement entre 5 et 10 ans. Donc si on a fait 2, 3, 4 tests, et le risque de faux négatif devient à ce moment-là exceptionnel. Ça, on le sait via les tests, ce qu'on appelle la sensibilité et la spécificité d'un test. Et justement, il y a eu un changement en 2015 en France, où on est passé de la génération test Hémoculte 2 au test immunologique fécal, qui est un test beaucoup plus spécifique, beaucoup plus sensible, qui permet d'avoir justement de diminuer au maximum ce risque de faux négatif. On a accepté d'avoir plus de faux positifs pour qu'on fasse un peu plus de coloscopie, que justement d'avoir ce taux de faux négatif qu'on a maintenant bien réduit grâce à ce test, qui est un test plus spécifique justement pour le sang humain. Est-ce que le dépistage pour le cancer colorectal peut diagnostiquer d'autres maladies ? À l'heure actuelle, ce dépistage s'adresse au cancer du côlon, c'est-à-dire quand on a du sang dans les selles, globalement, et dans la majorité des cas, ça provient du côlon. Ça déclenche de toute façon une consultation spécialisée d'avoir le test positif. Donc on s'oriente à ce moment-là, il y a du sang dans les selles, on essaye de comprendre. Donc on fait une coloscopie. Si la coloscopie est négative, on aura certainement examiné ce qu'il y avait des hémorroïdes qui avaient peut-être finalement faussé le test. Mais globalement, non, ça ne permet pas de dépister d'autres pathologies autres que le cancer colorectal.
Est-ce qu'à force de dépistage, ces chiffres tendent à s'amoindrir ? Alors ça, c'est une très bonne question. L'objectif du dépistage organisé du cancer colorectal, c'est de réduire l'incidence et idéalement également de réduire la mortalité du cancer colorectal. Idéalement, c'est les deux qu'il faut. Mais pour y arriver, et ça c'est la question qui fâche, il faudrait, pour que ce dépistage soit efficient, il faudrait un taux de participation qui soit de minimum 45% de la population. Or, aujourd'hui, en France, on est plutôt sur un taux de participation aux alentours de 30%. Donc, on n'a pas encore atteint le niveau exigé pour qu'on puisse vraiment arriver à réduire justement cette mortalité, cette incidence, même si le test actuel permettrait d'atteindre cet objectif. Comment vous analysez le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de participation au test de dépistage ? Parmi les raisons simples, c'est qu'on s'adresse à des gens qui ne sont pas malades. C'est pas des malades, c'est des gens qui se portent bien, comme vous et moi. Donc, les faire passer d'un statut de non malade à un statut peut-être de malade, il y a un cap à franchir, culturel, socio-économique, etc. Et puis, il y a peut-être un manque d'information, de sensibilisation, de communication. Après, il y a d'autres facteurs qui sont liés au fait qu'on a peur de devenir malade, on a peur du test, on ne veut pas se faire dépister. Et puis, le test de dépistage, il faut le dire, c'est un test qui nécessite de manipuler ses selles. Donc, bien sûr, c'est une limite importante. Et puis, comme vous l'avez dit au début, la coloscopie reste quelque chose d'abstrait. Peut-être les gens ne savent pas ce que c'est peut-être douloureux, c'est peut-être dangereux. Donc, tout ça nécessite de démystifier un petit peu la chose pour la rendre plus simple. Ok, une fois que le diagnostic est fait et qu'on a malheureusement le cancer colorectal, comment est-ce qu'il se traite et est-ce qu'il se soigne ? On peut guérir d'un cancer colorectal, dont 9 fois sur 10, on peut guérir d'un cancer du côlon. Donc ça nécessite qu'il soit diagnostiqué à un stade précoce. Le traitement principal du cancer colorectal reste aujourd'hui en 2020 la chirurgie, l'ablation du cancer et éventuellement des ganglions qui entourent le cancer par des procédés chirurgicaux classiques mais aussi mini-invasifs et de plus en plus mini-invasifs. Et nous, on dispose d'un robot au centre Oscar Lambry qui permet justement d'envisager une chirurgie mini-invasive et permettre à la personne de récupérer rapidement et de sortir de l'hôpital assez vite. Le mini-invasif, c'est une chirurgie qui ne nécessite pas une ouverture du ventre comme on le faisait autrefois, avec des petites ouvertures pour introduire des appareils à l'intérieur de l'abdomen et d'enlever la tumeur par ces procédés mini-invasifs sans avoir à faire une grosse ouverture, une grosse opération. À part ça, donc, le traitement principal reste la chirurgie, mais évidemment, et de plus en plus, on y associe d'autres traitements qui sont soit la chimiothérapie, soit même la radiochimiothérapie, c'est-à-dire la radiothérapie et la chimiothérapie. Et là, c'est un des piliers du traitement des cancers du rectum, de faire une radiothérapie associée à des comprimés de chimiothérapie avant l'opération. Et une fois que l'opération, que la tumeur, que le cancer a été enlevé, généralement, dans des situations assez précises, on peut être amené à faire également ce qu'on appelle une chimiothérapie adjuvante, c'est-à-dire administrer des produits de chimiothérapie après l'opération pour justement diminuer le risque de récidive de la maladie. Quelle est la différence entre la radiothérapie et la chimiothérapie ? Donc la radiothérapie, c'est un traitement par rayon, comme son nom l'indique. C'est des machines de radiothérapie qui vont délivrer des rayons au niveau de la tumeur et de son environnement de façon de plus en plus précise. Et là aussi, on a des machines aujourd'hui qui permettent un traitement très précis au niveau de la tumeur. Et la chimiothérapie, ce sont des médicaments qui s'administrent par perfusion ou bien par comprimé. Mais en tout cas, c'est des médicaments qui sont administrés soit concomitamment à la radiothérapie, soit après la chirurgie. On comprend que si le cancer colorectal est diagnostiqué tôt, on peut guérir. Mais comment vivre après un cancer colorectal ? Est-ce qu'on vit bien déjà ?
Oui, on vit bien, normalement. Bien sûr, il peut y avoir des séquelles liées à la maladie ou au traitement et surtout à l'ablation de l'organe. Ce sont des conséquences fonctionnelles. Donc, le traitement des cancers permet, bien, ça c'est un traitement pour, on va dire, gagner en vie, mais il peut y avoir des conséquences fonctionnelles liées à l'ablation de l'organe et parfois, malheureusement, ça peut arriver à des conséquences des traitements comme la chimiothérapie ou comme des complications des autres traitements. Bien évidemment, le fait, par exemple, de ne pas avoir de côlon ou de rectum peut entraîner, dans un certain nombre de cas, un transit ou des selles plus fréquentes. Parfois, des cicatrices qui peuvent peut-être entraîner quelques désagréments, quelques douleurs. La chimiothérapie elle-même peut entraîner des complications, soit au niveau des globules, soit au niveau neurologique. On fait bien sûr de plus en plus attention, on a de plus en plus de moyens pour diminuer justement ces conséquences fonctionnelles liées au traitement. Et c'est tout l'enjeu, bien sûr, de la précision de plus en plus des machines de radiothérapie, de la chirurgie mini-invasive et toutes les mesures qui accompagnent finalement ces traitements, ce qu'on appelle les soins de support, qui nous permettent de diminuer au maximum ces risques et ces conséquences. Ces risques et conséquences sont-elles simplement post-opératoires ou est-ce qu'ils durent toute la vie ? Alors, il y en a qui sont, on va dire, transitoires, qui peuvent durer quelques mois, quelques semaines après les traitements, mais il peut y avoir également des conséquences qui perdurent, qui sont définitives. Et là, je pense par exemple à la poche ou à l'anus artificiel, qui est dans la majorité des cas provisoire. Dans le cancer du rectum, c'est quasiment nécessaire pour la bonne cicatrisation post-opératoire d'avoir une poche provisoire. Mais il y a des cas de cancer très évolués pour lesquels on est obligé d'enlever tout l'organe et de ne pas pouvoir faire un rétablissement de continuité, c'est-à-dire de remettre le circuit intestinal en place. Et à ce moment-là, on est obligé de mettre en place une poche définitive ou un anus artificiel définitif. Mais il faut mettre ça en balance par rapport à un cancer qui était très grave et qui était potentiellement aussi mortel. Bon, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite car ça nous interroge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le dispositif de la poche ? Comment elle fonctionne ? Alors, la poche ou la stomie ou la colostomie, comme on l'appelle, c'est une poche externe, c'est de mettre l'intestin, la fin de l'intestin à la peau. Donc, généralement, c'est du côté gauche, avec une ouverture à la peau, avec une poche qui va recueillir les selles. Il y a des procédés pour améliorer la continence à ce niveau-là. Ça nécessite un certain nombre, une éducation thérapeutique pour apprendre à gérer cette situation. Et on a des équipes justement dédiées pour ça, pour accompagner la personne, le malade dans cette épreuve. C'est un dispositif un peu contraignant. Est-ce que de nouvelles techniques sont en développement ? Oui, bien sûr, la science et la recherche, de façon globale, bien sûr, avancent et cherchent des alternatives qui peuvent être proposées. Après, il y a des situations qui sont compliquées et pour lesquelles on n'a pas le choix. Mais effectivement, il y a des procédés qui permettent d'avoir un anus continent. En tout cas, on essaye d'améliorer la continence de ces poches pour que la personne ne soit pas obligée de la vider régulièrement et de contrôler cette vidange. Est-ce qu'on doit adapter son alimentation après l'opération chirurgicale ? Oui et non. Après, dans le post-opératoire immédiat, bien sûr, il va y avoir un transit accéléré, peut-être un transit irrégulier. On conseille à ce moment-là d'éviter de manger beaucoup de fruits et de légumes, paradoxalement, parce que ça accélère encore plus le transit. Et globalement, les personnes arrivent à régulariser leur transit et puis à adapter leur alimentation par rapport à leurs symptômes. Mais globalement, on arrive au bout de plusieurs mois, puis après quelques années, à avoir une alimentation normale sans avoir à faire des restrictions alimentaires proprement dites. Merci à Farid El Hajbi d'avoir pris le temps de parler du cancer colorectal et des différents moyens de prévention et de traitement. Mars Bleu, c'est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal et c'était important pour nous de faire la lumière sur cette maladie très répandue et au dépistage encore trop peu utilisé par la population.
Donc si tu as plus de 50 ans ou que tu as des proches dont c'est le cas, le dépistage, tu l'auras compris, c'est important et ça permet d'être rapidement diagnostiqué pour que la prise en charge soit la plus anticipée possible. Un grand merci à 10 de Der pour la musique et à Nathan Maréco pour le son. On te dit à bientôt car d'ici 2 semaines, nous lancerons un nouvel épisode sur le sujet de la dépression. Est-ce que c'est une maladie ? Comment elle arrive ? Comment on en sort ? On tentera comme d'habitude de t'apporter un maximum de réponses. D'ici là, prends soin de toi et surtout, santé!